bonjour à tous. Donc après la théorie, la pratique sur un exemple. Donc je vais vous présenter un exemple, donc un exemple de projet qui date de 2013. Donc c'est le cas d'un radier sur inclusion rigide. Donc ma présentation sera découpée en 3 parties. Je vais d'abord présenter le projet, le décrire, où il est situé, la géométrie, les conditions de chargement, conditions de sol, la solution de renforcement de sol mise en œuvre. Et puis je vais me concentrer ensuite sur le dimensionnement de cet ouvrage sur sol renforcé, à la fois sous chargement statique, donc interaction sol-structure sous chargement statique, et dans un second temps, en considérant l'interaction sol-structure, cette fois sous chargement dynamique. Donc il s'agit d'un petit projet, petit par sa taille, mais relativement intéressant du point de vue interaction sol-structure, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors commençons par la présentation de ce projet. Donc il est situé à La Rochelle. Il s'agit de la construction de 2 nouveaux réservoirs de méthanol sur un site industriel existant, donc site industriel spécialisé dans le stockage de produits chimiques. Et donc le méthanol sert dans la fabrication de biocarburants, donc son poids volumique 8,1 kN par mètre cube. Géométrie position des 2 réservoirs. Géométrie du réservoir de méthanol. Donc on a d'abord une cuve de rétention en béton armé. Donc le diamètre intérieur 23 mètres, hauteur 12 mètres 80, épaisseur du voile périphérique 35 cm et épaisseur du radier 40 cm. Et à l'intérieur de cette cuve de rétention, un bac de stockage en acier qui peut contenir jusqu'à 5000 m3 de méthanol. Donc le diamètre intérieur 20 mètres. La hauteur de stockage 17 mètres. Donc si on ajoute le poids de l'acier, de la structure acier, plus le poids du méthanol, on arrive donc à une charge en service de 4200 tonnes, ce qui fait une pression sur le sol, sous l'emprise du bac acier, de 134 kPa. Si on rajoute encore le poids du radier, 10 kPa, donc on peut retenir que la pression qui s'exerce au sol ici est de 144 kPa. Voilà une vue de l'ouvrage une fois construit. Donc on distingue bien la structure en béton armé extérieur, cuve de rétention, et le bac de stockage en acier. Donc il y a un réservoir là, et puis son voisin est ici. Les conditions de sol, donc elles étaient décrites par des sondages au pressiomètre, 2 sondages par bac, qui mettent en évidence 5,5 mètres à peu près, 7 à 8 mètres de sol meuble sur un horizon porteur. Donc le sol meuble, si on rentre dans le détail, il y a 3,80 m de remblai graveleux, pression limite 0,4 MPa, module Pressio 5 MPa, module Young retenu pour le dimensionnement en statique 9,5 MPa. Au-delà, une argile marneuse, donc pression limite toujours aux alentours de 0,4 MPa, module Pressio 3,5 MPa et puis module Young 5 MPa. Et au-delà, c'est-à-dire au-delà de 7,50 m de profondeur, l'horizon porteur, donc caractérisé par des marnes, pression limite au-delà de 2 MPa et module Pressio de 25 MPa. Donc des conditions de sol qui sont compressibles mais pas épouvantables non plus, c'est-à-dire qu'on a été capable de justifier la portance à la fois à l'ELS et à l'ELU pour cet ouvrage. Malgré tout, l'ouvrage étant sensible aux déformations, en particulier la structure en béton armé, on a renforcé le sol par des inclusions rigides, donc de type CMC, donc inclusions qui sont descendues, qui sont ancrées de 50 cm dans les marnes. Donc j'en dirai quelques mots après sur ces CMC, et associé à un matelas de répartition de 50 cm. Donc la position de la nappe, vous l'avez vu ici, à 5-6 mètres de profondeur, donc des sols qui ne sont pas liquéfiables. Donc des inclusions rigides qui servent juste à réduire les tassements, donc des inclusions rigides du domaine 2 au sens d'Aziri. Les conditions sismiques, donc La Rochelle est en zone de sismicité 3, zone modérée, donc l'accélération de référence au rocher, c'est 0,11 G. En revanche, c'est un site industriel qui stocke des produits chimiques, donc c'est une installation classée. Donc l'accélération de calcul au rocher, elle vaut 0,242 G d'après l'arrêté de janvier 2011. Donc ça correspond à un coefficient d'importance de l'ordre de 2,2. Si ensuite on prend en compte l'effet de site, l'effet lithologique, on a une classe de sol E, sol meuble sur un horizon porteur. Donc le paramètre de sol, c'est 1,8. Donc on arrive à une accélération de calcul au niveau du sol de 0,44 G, ce qui est élevé pour un chantier en France. Voilà. Bon, quelques mots juste sur les inclusions rigides. Donc les CMC, donc c'est des CMC de diamètre 320 mm qu'on a mis en œuvre sur ce chantier, donc, qui sont réalisés à partir d'une tarière à refoulement qui est descendue jusqu'à la profondeur voulue, donc 8 mètres. Et puis ensuite, en remontant,
il y a un béton qui est incorporé dans le sol par lame de la terrière creuse. Donc généralement, les inclusions rigides, elles sont bien efficaces sous des ouvrages qui ramènent des charges uniformément réparties. Vous avez un exemple ici d'un réseau d'inclusion rigide sous un remblai, sous un remblai routier à Tours, en France. Et puis là, un réseau d'inclusion rigide réalisé sous des réservoirs de carburant à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Si on revient à notre projet, voilà le plan d'implantation des CMC, mis en œuvre sous chaque réservoir. Donc, en vert, ici, vous reconnaissez l'emprise du bac de stockage en acier. Donc, on a réalisé des inclusions suivant une maille carrée de 1,5 m par 1,5 m. Donc, le diamètre 32 cm. Voilà. Donc, je vous le disais, la charge totale en service est 144 kPa. Donc, si on considère, juste pour avoir des ordres de grandeur, si 100% de la charge transite dans les inclusions rigides, ça nous fait 32 tonnes, ça nous donne un effort axial de 32 tonnes, 320 kN par CMC. Donc épaisseur du matelas 50 cm, et puis là j'ai remis les valeurs de contrainte admissibles dans le béton au sens d'Aziri. Voilà, donc maille dense sous l'emprise du bac acier, et puis on a mis juste une rangée de colonnes périphériques pour reprendre les charges ramenées par le voile en béton armé périphérique. Alors, le dimensionnement. Donc l'ouvrage, on a dû le justifier à la fois sous chargement statique, sous les 144 kPa, et aussi sous chargement dynamique, accélération de 0,44 G. Donc pour chaque chargement, on a dû prendre en compte l'interaction entre le sol, les CMC, donc les inclusions rigides, et la structure béton armé du réservoir. Et j'aurais même pu rajouter le matelas de répartition. Alors, on aurait pu réaliser un modèle 3D pour prendre en compte toutes les interactions. On a bien sûr simplifié le problème, d'essayer de simplifier le problème, et en étudiant séparément à la fois d'une part l'interaction entre le sol et les CMC, et puis d'autre part l'interaction entre le sol renforcé et la structure béton. C'est ce que je montrerai, c'est ce que je vais détailler maintenant. Alors, je commence par l'interaction sol-structure sous chargement statique. Donc comme je vous l'ai dit, on va séparer le problème en deux, et je vais d'abord me concentrer sur l'interaction entre le sol et les inclusions rigides. Et cette interaction, on l'a prise en compte par le calcul de la cellule élémentaire, donc l'inclusion au milieu du sol environnant, sous une charge uniformément répartie de 144 kPa. Donc deux approches possibles, soit on fait un calcul analytique, donc basé sur les courbes semi-empiriques de mobilisation de Franck et Zhao, c'est-à-dire qu'on modélise le comportement. Enfin, voilà. Donc ici, on a la loi de comportement qui modélise le comportement en pointe de l'inclusion, et puis ici, on a la loi de comportement qui modélise le comportement en frottement le long de l'inclusion rigide. Donc ces lois de comportement nécessitent les paramètres qui sont définis ici. Donc QS et Cato pour le frottement, sachant que pour le frottement, on a à la fois du frottement positif et du frottement négatif. Dans le cas du frottement négatif, on limite la valeur à 4 tangente delta. Et ces quatre valeurs, ces paramètres, on les a déduits à partir du sondage au pressiomètre, de la nature du sol, de la géométrie de l'inclusion, et puis des méthodes d'exécution de l'inclusion. Donc approche analytique, d'une part, et puis aussi, on peut procéder à un calcul aux éléments finis. Donc ici, un calcul, vous voyez le calcul de la cellule élémentaire, l'inclusion, les couches de sol environnantes, le matelas de répartition et la charge uniforme répartie de 144 kPa. Donc dans ce cas-là, plusieurs lois de comportement sont disponibles. Donc celle qu'on a utilisée pour notre modèle aux éléments finis, c'est une loi de Moore-Coulomb. Donc on a défini les modules Young à partir des sondages au pressiomètre. Et on a défini les paramètres de résistance au cisaillement à partir des 7 triaxiaux qui étaient disponibles dans l'étude de sol. Et donc ce qu'on a fait, ce qu'on s'est amusé à faire, entre guillemets, c'est qu'on a comparé les deux approches. C'est-à-dire que j'ai fait le calcul de la cellule élémentaire par des méthodes analytiques, à partir des lois de Franck et Zhao. Donc là, je remets les paramètres pressiométriques qui m'ont servi de base à définir ces lois de comportement. Et puis, en utilisant aussi un calcul aux éléments finis, en utilisant Plaxis. Et là, j'ai redonné les paramètres de ma loi Moore-Coulomb pour chaque couche de sol. Et j'ai comparé les résultats obtenus. Alors, j'ai comparé les résultats obtenus à la fois, donc à gauche, ce seront les déplacements en fonction de la profondeur. Le modèle était arrêté à 12 mètres de profondeur. Et puis à droite, l'effort axial dans l'inclusion rigide. Donc si je regarde d'abord la méthode analytique en rouge, ça c'est le déplacement de sol, donc 23 mm en surface. Ça c'est le déplacement de l'inclusion rigide. Donc déplacement total, donc 23 mm, donc inférieur au critère, je crois, qui était de 25 mm. Donc si on regarde, détaillons un petit peu cette courbe. Donc on a les 23 mm, c'est égal au tassement des couches en profondeur, au poinçonnement de l'inclusion en pied, au raccourcissement élastique
de l'inclusion rigide et au poinçonnement de l'inclusion dans le matelas de répartition. Donc on obtient 23 mm, méthode analytique. Bon, aux éléments finis, alors voilà, j'ai une concordance parfaite. Alors c'est pas toujours le cas, loin de là. J'ai eu un peu de chance, je pense. Donc là, concordance parfaite entre les deux jeux de paramètres, c'est-à-dire entre le jeu de paramètres modèle analytique et éléments finis. On observe souvent des différences entre ces deux approches. Notre expérience, en tout cas chez Ménard, c'est que l'approche analytique et les courbes de Franck et Zhao donnent généralement des résultats qui sont plus réalistes. C'est-à-dire quand on compare les résultats lors d'essais de chargement, on a une approche qui est beaucoup plus réaliste à partir d'un calcul analytique que calcul aux éléments finis. Donc quand on observe des différences à ce stade-là, ce qui peut être fait, c'est recaler les paramètres des modèles aux éléments finis sur les modèles analytiques. Bon, je ne dis pas ça parce que M. Franck est ici dans la salle, mais c'est ce qu'on observe vraiment. Je vous remercie pour la bonne nouvelle. Bon, en effort axial, on a exactement la même chose avec le modèle analytique ou le modèle aux éléments finis. Juste intéressant de noter qu'au niveau du point neutre, l'effort axial dans la CMC est de 250 kN, 25 tonnes. J'avais dit que 100% de la charge, c'était 32 tonnes. Donc on a 80% de l'effort qui transite dans l'inclusion rigide au niveau du point neutre. Donc ça, c'est pour la partie interaction sol-CMC. Maintenant, la partie interaction sol renforcée radiée. Donc on s'est appuyé sur la méthode des moments additionnels qui a été développée dans Aziri. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on a donné à l'ingénieur structure les moments additionnels qui étaient créés par nos inclusions, par l'effet point dur de nos inclusions rigides. Donc ça, c'est le modèle de la cellule élémentaire qui nous l'a donné. Alors là, vous constatez, c'est la courbe de distribution de moments entre le centre du modèle et le bord du modèle. Donc ici, on est au droit de l'inclusion rigide et ici, on est au milieu d'une maille. Donc entre le modèle analytique et le modèle aux éléments finis, on a une petite différence. En fait, c'est tout simplement que le modèle analytique est plus conservatif. Donc on a repris l'approche qui est proposée dans Aziri, de considérer deux coefficients de réaction, un qui représente le sol, un autre qui représente l'inclusion. Et la surface d'influence de l'inclusion rigide est définie à partir d'un angle 1 pour 5 en partant de la tête de l'inclusion. Et donc, voilà, cet angle de diffusion à 1 pour 5, on sait qu'il est un petit peu conservatif, et c'est ce qu'on voit là, puisque la courbe de moment de flexion obtenue par la méthode analytique est plus conservative que celle obtenue par les éléments finis. Donc en tout cas, toujours est-il qu'on a donné nos moments additionnels au bureau d'études structure, et on a voulu lui donner aussi un profil de sol équivalent, c'est-à-dire un sol homogénéisé. À partir de la cellule élémentaire, on s'est dit, ben voilà, on peut représenter le sol renforcé par des inclusions par un sol homogénéisé équivalent. Mais réponse, c'est ce que disait Luc lors de sa présentation, le bureau d'études structure, voilà, module équivalent, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est un coefficient de réaction ou un profil de coefficient de réaction. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors plutôt que de lui donner un seul et unique coefficient de réaction, ce qui aurait conduit à ce que Fad a montré, c'est-à-dire à une déformée qui n'est pas représentative et puis un moment qui est de signe opposé, on a cherché à lui donner une distribution de coefficients de réaction. Donc on a fait un calcul axissymétrique global, où on a représenté notre sol renforcé par inclusion rigide par un sol homogénéisé équivalent, que vous voyez ici. On a représenté le matelas de répartition en jaune, le radier, le voile, et puis la charge appliquée par le bac de stockage, les 134 kPa. Et on a réalisé une coupe d'étassement en sous-face de radier. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient 23 mm, on retrouve les 23 mm de la cellule élémentaire au centre du radier. Et puis au bord du radier, on a à peu près 15 mm de tassement au point numéro 2 ici. Donc ça, ce sont les tassements. On a fait la même chose pour les contraintes, donc au même endroit. Donc la lecture des contraintes se fait sur l'échelle de droite. Donc en partie centrale du radier, on a à peu près 144 kPa, enfin ce qui est logique, c'est la pression impliquée. Et par contre, on a une variation des contraintes quand on arrive à l'extrémité du radier. En faisant le rapport contrainte sur tassement, on a obtenu ce profil de coefficient de réaction. Et on n'a pas effectivement un profil qui est constant, homogène. On a des variations ici à l'extrémité. Donc on a donné ce profil de coefficient de réaction à l'ingénieur structure, et il s'en est servi pour faire le dimensionnement du radier en faisant un calcul de type dalle sur appui élastique. Et à l'issue de son calcul, il a ajouté nos moments additionnels. Voilà. Donc c'est de cette façon qu'on a traité, en tout cas, l'interaction sol-structure sous chargement statique. Je vais donc maintenant passer à l'interaction sol-structure sous chargement dynamique. Donc ce qu'on a fait à l'époque, on a considéré une approche pseudo-statique. Donc on a simplifié. Voilà. On est parti sur une approche pseudo-statique. Et plus tard,
donc c'était un chantier qu'on a réalisé en 2013. Plus tard, c'est-à-dire l'année dernière, on a voulu évaluer la pertinence de cette approche pseudo-statique. Donc on s'est lancé dans un calcul 3D dynamique temporel. Enfin, on s'est lancé, pas nous, on a sous-traité le calcul à Itasca, qui a réalisé le calcul avec Flight 3D. Donc cette approche, les effets inertiels cinématiques ont déjà été décrits. Donc notre objectif, c'était de vérifier que nos CMC n'allaient pas casser lors d'un séisme. Donc ces CMC, elles doivent résister à la fois à des forces d'inertie qui proviennent de la superstructure, et puis aux forces d'origine cinématique, donc qui résultent de la déformation du sol environnant lors du passage des ondes sismiques. Donc on a travaillé en déformation, c'est-à-dire qu'on a cherché à ramener ces efforts en termes de déformation. Donc on a calculé un profil de déformation de sol inertiel, un profil de déformation de sol cinématique, on l'a imposé à nos inclusions rigides, et on a calculé comme ça les sollicitations dans les inclusions rigides. Alors, les forces d'inertie tout d'abord. Donc le bureau d'études structure nous a donné le torseur des efforts, donc lors du séisme. Donc si on regarde ici, donc ça c'est au centre du radier, donc c'est l'effort vertical, donc 5444 tonnes. Si vous vous souvenez, j'avais 4200 tonnes en service, c'est-à-dire que le bureau d'études structure a considéré un réservoir qui était plein, soumis à un séisme pesant. On a dû prendre en compte un moment de renversement, ce qui fait que le diagramme des pressions il n'est plus uniforme, mais il est trapézoïdal. Et le bureau d'études structure nous a aussi fourni un effort horizontal à prendre en compte. Comment on a traité cet effort horizontal? Eh ben, on l'a traité à partir de la méthode analytique MH2, modèle horizontal 2, développée dans Aziri. C'est-à-dire qu'on l'a transformé, cet effort, en un profil de déformation de sol. Donc, ce qu'on a dit, c'est que cet effort était égal, générait cette déformation de sol. Donc 18 mm d'effort 18 mm de déplacement horizontal en tête, qu'on a calculé à partir de la formule de Gazetas. Et ce profil de déformation, il dépend tout simplement des contrastes de rigidité entre les différentes couches. Voilà. Donc, force d'inertie traitée par un profil de déformation inertielle. Pour les forces d'origine cinématique, alors là, on a comparé deux approches. Première approche, on calcule la déformation de sol en champ libre en surface à partir de l'Eurocode 8, de la formule de l'Eurocode 8, ce qui nous donne 61 mm. Mais nous, ce qu'on cherche à avoir, ce n'est pas juste le déplacement en tête, mais c'est toute la courbe de déplacement, la déformée du sol. Donc on s'est servi ensuite on a considéré un modèle bicouche. À partir de la résolution de l'équation de la propagation des ondes pour ce modèle bicouche, on peut parvenir à la déformée du sol. Donc on a considéré les sols meubles dans la première couche et puis les sols plus raides dans la seconde couche. Et en parallèle, on a aussi étudié la méthode de Madeira, donc la méthode de Madeira qui est développée justement dans le cahier 38 qui a été cité auparavant, qui consiste à calculer la période propre équivalente du premier mode de vibration du multicouche, et puis qui permet aussi de calculer la déformée du sol en champ libre. Voilà, donc le principe, c'est d'appliquer successivement la méthode du bicouche. Pour la première couche ici, on connaît la période propre de vibration, 4H sur VS. Même chose pour la deuxième, on calcule la période propre équivalente de ce bicouche, et puis on procède comme ça avec la troisième couche jusqu'à la base du modèle. Donc les résultats obtenus sont proposés juste ci-après. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc j'ai remis quand même les vitesses d'onde du profil. Donc ça, en bleu, c'est le profil de déformation de sol en champ libre à partir de la méthode Eurocode plus bicouche. Et en rouge, déplacement en tête qui est plus faible. En revanche, une courbure qui est beaucoup plus marquée ici à l'interface entre l'argile et les marnes, là où on a un contraste de rigidité qui est élevé. En termes de VS, on a un rapport de 3, ce qui veut dire qu'en termes de module de cisaillement, on a un rapport de 9. Voilà, donc on a obtenu tout ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire qu'on a obtenu la déformation de sol inertielle, la déformation de sol cinématique, et on a sommé les deux. C'est comme ça qu'on avait procédé. Donc là, en vert, c'est lié aux forces d'inertie. Vous retrouvez 18 mm en tête. Si j'additionne maintenant la déformation cinématique, j'obtiens cette déformation-là totale. Et on a comparé avec une approche Madeira. Donc ce à quoi je vais m'intéresser maintenant, c'est aux courbes bleu foncé et rouge foncé. C'est-à-dire qu'en bleu, c'est la déformation totale générée lorsque je considère que l'effet cinématique est pris en compte par l'Eurocode 8 plus le bicouche. Et en rouge, c'est la déformation de sol totale que je considère lorsque l'effet cinématique est pris en compte par la méthode de Madeira. J'ai ensuite imposé
ces déformations aux inclusions en considérant un modèle de coefficient, un modèle élastoplastique au coefficient de réaction, donc avec des courbes ici PY. Voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour tous ces calculs, bien sûr en dynamique, on a considéré des modules en petite déformation. On a considéré un rapport de 4 entre les modules dynamiques et les modules statiques. Donc ici, c'est le module de cisaillement, et ici, c'est le module de réaction horizontale du sol. Donc rapport de 4 qu'on a estimé donc, à partir du tableau de l'Eurocode 8, à partir également de l'annexe G du guide AFPS sur les procédés d'amélioration d'enfoncement de sol sous action sismique. Voilà. Donc les résultats qu'on obtient sont les suivants. Vous avez les deux déformations de sol qui sont imposées. Alors, la déformation de l'inclusion rigide se superpose, c'est-à-dire que l'inclusion rigide suit quasiment exactement la déformation du sol. Et on obtient à la fois le moment de flexion, la distribution du moment de flexion, et la distribution de l'effort tranchant. Donc en bleu à partir de l'Eurocode 8, et puis en rouge lié à Madeira. Donc ce qu'on voit, c'est que l'approche de Madeira nous donne à l'ancrage un moment de flexion qui est nettement plus important du fait de la différence de rigidité entre l'argile et les marnes. Donc, on a considéré que ces sollicitations s'appliquaient sur toutes les inclusions rigides du réservoir. En revanche, les inclusions rigides ne voient pas exactement le même effort axial. Ce que je vous disais tout à l'heure, lié au moment de renversement, on a un diagramme de pression au sol qui est plus uniforme et qui est trapézoïdal. Donc vous avez des inclusions ici à droite qui sont plus chargées que les inclusions à gauche. Donc on a recalculé le diagramme d'effort normal pour chacun de ces trois types d'inclusions. Et on a fait une vérification en flexion composée en combinant l'effort axial avec le moment de flexion. Donc c'est ce qu'on a fait. Vérification en flexion composée, bon, voilà, c'est des choses qu'on rediscutera peut-être plus tard, qui sont toujours discutables. C'est-à-dire que soit on fait la vérification en flexion composée à partir de l'Eurocode 2 en se basant sur la section 12, structure en béton non armé ou faiblement armé. Dans ce cas-là, le domaine admissible dans le diagramme d'interaction, c'est ce domaine-là. Donc si la vérification flexion composée, on l'a fait suivant l'Eurocode 2, le domaine admissible est celui-ci. Maintenant, si on se base sur ASIRI, on a des contraintes qui sont bien plus nombreuses et bien plus strictes. Donc avec ASIRI, on réduit quand même fortement le domaine admissible. Maintenant, je vais vous montrer les résultats obtenus finalement. Si je considère l'approche Eurocode 8, les trois inclusions vérifiées restent dans le domaine admissible. Si maintenant je considère l'approche Madeira pour la déformation cinématique, je me rends compte que j'ai l'inclusion qui est la moins chargée, qui sort du domaine admissible. Donc ça, c'était l'approche pseudo-statique. Comme je vous le disais un petit peu plus tard, enfin c'est 1 ou 2 ans après, donc c'était il y a plutôt 1 ou 2 ans, on a réalisé un calcul 3D dynamique temporelle, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que le calcul a été beaucoup plus long que l'approche pseudo-statique. Il s'est étalé sur plusieurs mois. La première chose à faire, certains l'ont dit juste avant, c'est de définir, à partir du spectre réglementaire, de définir un jeu d'accélérogrammes synthétiques. Donc on en avait défini 5. Il faut définir aussi les lois de comportement, parce qu'on a fait un calcul élastique non linéaire, avec critères de plasticité de Moore-Coulomb. Donc on a dû définir une loi de dégradation du module de cisaillement associée à un amortissement pour chaque couche entrant dans le modèle. Et avant de se lancer dans le modèle vraiment à proprement parler compliqué, on a commencé par des modèles simplifiés, donc des modèles 1D, puis des modèles prenant en compte un petit groupe d'inclusion. Et on a cherché, voilà ce qu'on obtient, et on est parti ensuite vers le modèle 3D complet, donc là où vous voyez les différentes couches de sol, le radier, le voile périphérique, en bleu le bac acier, en gris le méthanol. Et puis en bas les inclusions modélisées comme des éléments linéiques. Les résultats, donc on a pu suivre, c'est un calcul temporel, donc on a pu suivre l'évolution des déplacements en fonction du temps lors du séisme. Ça c'est une capture, c'est une isovaleur de déplacement à un instant donné, à 4,5 secondes, là où les déplacements sont les plus importants. Même chose, on a donc pu suivre aussi les sollicitations dans les CMC, et c'est ça qui nous a intéressés. On voulait vérifier que les sollicitations déterminées par l'approche pseudo-statique étaient du même ordre de grandeur que ce que donnerait un calcul 3D dynamique temporelle. C'est une des choses qu'on voulait voir. Donc là, je vais vous montrer une comparaison maintenant. Alors oui, avant ça, en cinématique, ce que j'ai d'abord commencé par, ce qu'on a d'abord vérifié, c'est que pour un petit modèle 1D simple, on a regardé la déformation de sol en champ libre.
Je vous ai remis ce qu'on avait calculé nous, et voilà ce que donne l'approche élément fini. Donc, bon, la profondeur du modèle n'était pas exactement la même, mais toujours est-il que, de notre point de vue, la déformation obtenue par le modèle aux éléments finis se rapproche plus de la déformation que donne l'approche de Madeira. Maintenant, si on regarde le modèle complet, donc on a comparé les résultats à 4,5 secondes, là où les mouvements sont les plus importants dans le calcul dynamique. Si je regarde on a regardé sur 3 CMC, donc vous avez ici les déformations qui sont obtenues dans le modèle calcul 3D dynamique. Donc, c'est peut-être un peu trompeur, on a l'impression que c'est absolument identique. En fait, les courbures ne sont pas parfaitement identiques. On a le même ordre de grandeur de déplacement, mais on n'a pas forcément les mêmes courbures, ce qui fait qu'on n'a pas exactement les mêmes moments de flexion. Mais l'ordre de grandeur est respecté, en particulier au niveau de l'ancrage. Même chose pour les forts tranchants. Bon, je vous présente la même chose pour une inclusion au centre du modèle. Toujours la même chose, c'est-à-dire que les ordres de grandeur nous semblent identiques dans le calcul 3D dynamique. Et enfin, sur le bord droit du modèle, toujours la même chose. Donc on n'a pas exactement la même courbure, on n'a pas exactement le même profil de moment, mais on a des ordres de grandeur qui sont respectés. En conclusion, l'interaction sol, inclusion rigide, ouvrage est relativement complexe, mais on pense qu'elle peut être raisonnablement approchée par des méthodes analytiques, à la fois sous chargement statique ou dynamique. En particulier, sous chargement statique, les lois de mobilisation semi-empiriques permettent de bien définir l'interaction entre le sol et les inclusions rigides. Et le principe de la méthode des moments additionnels peut être élargi au cas des radiés pour évaluer l'interaction sol renforcé radié, en donnant effectivement un profil de coefficient de réaction et pas une simple valeur. Et sous chargement dynamique, donc l'approche pseudostatique s'est avérée fiable, enfin pour cet exemple-là, pour estimer les sollicitations dans les inclusions rigides lors d'un séisme, et en particulier le modèle analytique MH2, développé dans Aziri, a permis de traiter l'effet inertiel. Alors on aurait voulu aller plus loin encore avec le modèle 3D dynamique temporel, on aurait voulu étudier l'éventuelle atténuation des efforts inertiels dans la superstructure grâce à la présence des inclusions rigides. Voilà, le modèle était vraiment compliqué, disons que même à exploiter, c'est assez compliqué. Bon, en tout cas, ça fera partie d'un des objectifs d'Aziri+. Aziri+, c'est la continuité du projet national Aziri. Et un des volets de cet Aziri+, ce sera d'étudier le comportement des inclusions rigides lors d'un séisme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme. Merci d'avoir respecté le temps de parole. Ça nous laisse un petit peu de temps pour les questions avant la dernière présentation de Gurvan Sayer. Exposé complet, bien entendu. Peut-être des questions sur la prise en compte des effets. Oui. Jalil Amadeus Consult. Simplement un petit commentaire. Vous avez cité tout à l'heure l'Eurocode 2, chapitre 12, Exact. Béton non armé. Tout à fait. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il ne s'applique pas en zone sismique. Vous avez un compte-rendu de l'AFNOR qui le précise. Je sais que ça a fait l'objet d'un débat. Je sais que ça existe. Malheureusement, c'est écrit dans certains ouvrages. Mais c'est faux. Bruxelles a tranché, à ma demande du reste, et un compte-rendu de l'AFNOR. Très bien. Merci pour cette précision. Merci pour cet éclairage. Une petite question encore avant de passer à l'exposé suivant. Oui, Catherine. Oui, Catherine Jacquard, Fondasol. Est-ce l'accélérogramme qui est pris en compte, est-ce qu'il tient compte, là on est sur une installation classée, donc par rapport à le coefficient d'accélération que vous avez mis au début, est-ce qu'il est pris en compte dans l'accélérogramme? Oui. Oui, tout à fait. C'est bien comparable. C'est bien comparable. Non, on s'est efforcé. Alors cette partie-là aussi a été sous-traitée, mais on s'est efforcé vraiment de faire en sorte que les accélérogrammes représentent bien le spectre de l'installation classée. Oui, oui, absolument. Donc c'est absolument comparable. Et le choix des 30 mètres de profondeur par rapport à la modélisation et par rapport à la lithologie, je me suis interrogée sur... Oui, les pressiomètres de mémoire s'arrêtaient à 15 mètres de profondeur. Et, voilà, et par absence de valeur, on a fait ce choix de prolonger la couche de marno-calcaire. On avait des marnes, ensuite des marno-calcaires. On a prolongé les marno-calcaires jusqu'à 30 mètres. Et c'est une hypothèse qu'on a faite, effectivement, qui ne s'appuie pas sur... Donc, les sondages s'arrêtaient à 15 mètres de profondeur. 15 ou 20. Dernière question? Oui. Je commence par ici, j'arrive après. Oui, une autre question, est-ce que vous avez fait une étude de sensibilité
en particulier sur la raideur de la formation, disons, du substratum, entre guillemets, qui pourrait aussi peut-être être plus pénalisante si on est plus raide. Si on est... Pour l'approche, vous voulez dire en dynamique ou en... Oui, pour le séisme. Pour le séisme non, pour le séisme, on avait défini un jeu de valeurs et puis on avait défini... Alors, en pseudo-statique, on avait défini à partir des modules pressiométriques, on avait déduit un module de cisaillement en statique. En le multipliant par 4, on a eu notre module de cisaillement en dynamique. Et on n'a effectivement pas fait varier ce paramètre-là. Et en dynamique, donc on a des lois de dégradation du module de cisaillement avec la déformation. Mais on n'a pas spécifiquement fait d'études de sensibilité sur la raideur des marnes. Souvent en dynamique, on fait souvent une plaque aussi. Alors, l'approche pseudo-statique permet facilement de faire cette étude de sensibilité. Le calcul 3D dynamique, beaucoup moins. D'où l'intérêt de l'approche pseudo-statique. Ouais. Alors, oui, ce serait plus une question à M. Jalil suite à sa remarque. On a bien noté que l'Eurocode 2, partie 12, n'était pas applicable, mais si vous pouvez juste nous rappeler quelle est la bonne démarche à adopter dans ce cas-là? Et par rapport à quoi se référer? Non, simplement l'Eurocode 2, chapitre 12, en préambule du chapitre, c'est déjà écrit que ce chapitre ne s'applique pas pour les sollicitations dynamiques, sauf à considérer que le séisme n'est pas une sollicitation dynamique. Alors ça, je vous laisse le soin de le dire. Mais si vous voulez, la raison est très simple, c'est que ce chapitre est basé sur la prise en considération de la résistance en traction du béton. Alors quand il s'agit de charges cycliques alternées, on voit mal, bon, déjà en statique ça peut être douteux, mais alors en dynamique avec des charges alternées, on voit mal comment il peut encore y avoir une résistance en traction du béton. Voilà, c'est tout. Donc on ne peut pas l'appliquer, on applique l'Eurocode 2, chapitre 5, 6, etc. Tu peux nous rappeler en quoi tu as utilisé ce chapitre? En fait, non, le chapitre 12, je ne l'ai pas utilisé. On a utilisé Aziri. Mais moi, ce que je voulais montrer, mon propos, c'était plus de montrer qu'il y avait une différence très significative entre une approche Eurocode 2 où le domaine admissible est grand et une approche Aziri où le domaine admissible est petit. Et c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement. Voilà. Et c'était ça mon propos, c'était surtout de montrer la différence entre une approche Eurocode 2 et Aziri. Dans le cadre de notre projet, en 2013, on a appliqué Aziri, donc avec un domaine admissible qui est nettement plus petit que celui de l'Eurocode 2. Bonjour, Charles Bernuy, Terrasol. Vous avez montré là vous avez montré le modèle avec approche analytique et modèle 2D pour le calage de la cellule élémentaire. Oui. Dans ce modèle-là, vous intégrez le matelas, j'ai l'impression. Par contre, dans les vues 2D que vous montrez plus tard, vous remodélisez le matelas. Oui. Ouais, ce que j'ai fait, c'est-à-dire, oui, tout à fait. Grâce au calcul de la cellule élémentaire, je peux calculer le module équivalent sur la hauteur, enfin, je peux calculer le module équivalent sur la hauteur équivalente. Et après, bon, c'est juste une petite cuisine, entre guillemets, on l'a réexpliqué dans Aziri, mais je calcule le module équivalent sur la hauteur totale du modèle, et ensuite, connaissant le module du matelas, le module des couches profondes, je peux estimer le module équivalent uniquement sur l'épaisseur, sur la hauteur des inclusions rigides. Donc, dans le modèle 2D global, voilà, j'ai distingué vraiment le matelas de répartition, le module équivalent sur la hauteur des inclusions rigides, et puis les couches profondes. Okay. Et juste par curiosité, dans votre 3D dynamique, là, le fluide dans le réservoir, ça doit être un souci de modélisation. Oui, alors comment vous l'avez traité? C'était pas le nôtre en fait, puisque j'avais sous-traité le calcul à Itasca. J'avoue, je sais plus. Dans Flag 3D, comment on a fait, je l'ai. Enfin, je pourrais vous répondre juste après. Je l'ai dans le rapport, mais c'était effectivement une de leurs questions, une de leurs difficultés.